Dans le Londres de l'après-guerre, où la pauvreté se mêlait à l'ambition et où les rues constituaient un terrain propice à la violence, apparut un duo impossible à ignorer. Deux frères identiques, inséparables, capables d'inspirer la peur par leur seule entrée dans une salle. Leurs noms, Reginald et Ronald Kray. Pendant plus d'une décennie, les Kray dominèrent les bas-fonds londoniens avec un mélange de brutalité, de ruse et d'un charisme qui les mena à fréquenter célébrités, politiciens et hautes sociétés britanniques. Mais derrière cette façade de réussite se cachait un empire criminel bâti sur des fraudes, des chantages, des extorsions et des meurtres de sang-froid. Ce qui rendait leur parcours exceptionnel n'était pas seulement le fait qu'ils dirigeaient l'une des organisations les plus redoutées d'Angleterre, mais qu'ils le faisaient en tant que jumeaux, unis par un lien aussi puissant que destructeur. Leur ascension fut aussi fulgurante que leur chute, et leur histoire demeure l'un des chapitres les plus sombres et les plus fascinants du crime organisé européen. Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire, un récit d'ambition, de violence et de folie qui transforma les Kray en légende et en avertissement. Chapitre 1. Jeunesse entre violence et discipline. Le 24 octobre 1933, dans le quartier pauvre de Hoxton, à l'est de Londres, naquirent deux enfants destinés à marquer l'histoire du crime britannique. Reginald Kray vit le jour en premier, suivi 10 minutes plus tard par son frère jumeau, Ronald. La famille Kray descendait d'anciens marchands de chevaux originaires de Bohême, mais cette tradition s'était déjà éteinte. Leur père, Charles Kray, était un homme instable, toujours à la recherche d'un nouveau moyen de subsistance et rarement présent au foyer. La figure centrale de la maison était leur mère, Violet Lee, qui tenta d'élever ses 3 enfants, Charlie, l'aîné, et les jumeaux Reggie et Ronnie. Dès leurs premières années, les jumeaux furent inséparables. C'était comme s'ils vivaient dans un monde fermé où ils n'avaient besoin que l'un de l'autre. Pourtant, bien qu'identiques physiquement, leur tempérament révélait déjà de profondes différences. Reggie faisait preuve de charisme, de vivacité d'esprit et d'un sens social plus développé. Ronnie, en revanche, était imprévisible, doté d'un caractère explosif qui ne tarda pas à le rendre redouté. L'enfance des Kray fut marquée par la Seconde Guerre mondiale. Ils n'avèrent que 6 ans lorsque les bombardements allemands ravagèrent Londres et l'East End devint un paysage de ruines, de faim et de peur. Au milieu de cette désolation, les jumeaux grandirent dans un environnement où la violence faisait partie du quotidien. À 8 ans, ils étaient déjà des figures centrales des bagarres de rue. L'East End était réputé pour sa rudesse. On y croisait immigrés, dockers, parieurs et petits criminels. Dans ce milieu, les jumeaux apprirent un code tacite. La loyauté était sacrée. La famille passait avant tout. La faiblesse était inacceptable et la violence constituait le moyen d'obtenir le respect. Très vite, cette agressivité naturelle trouva une voie plus structurée, la boxe. Sur le ring, les Kray cessèrent d'être de simples garçons de quartier pour devenir de véritables espoirs sportifs. Leur entraîneur les décrivait ainsi: Ronnie, un combattant indomptable, dur et tenace, difficile à mettre à terre. Reggie, technique, discipliné, doté d'un instinct de champion. Les jumeaux se consacrèrent à l'entraînement avec une discipline rigoureuse. Ils n'arrivèrent jamais en retard, évitaient l'alcool et le tabac et prêtaient peu d'attention aux filles de leur âge. À 16 ans, ils firent leur début sur le circuit professionnel, accumulant des victoires qui leur valurent une certaine notoriété dans le milieu sportif local. Cependant, même si la boxe semblait leur offrir une voie légitime, la rue continuait de les attirer. Entre 2 combats, les Kray participaient à des affrontements de gangs de plus en plus violents. Là, loin des règles du ring, ils utilisaient des chaînes, des bouteilles brisées et des couteaux. La fureur qu'ils déployaient dans ces combats terrorisait non seulement leurs ennemis, mais aussi leurs propres alliés. Ce qui n'était pour certains qu'un divertissement dangereux représentait pour eux la confirmation qu'ils étaient destinés à un univers où la force et la peur seraient leurs meilleures armes. Dans les combats clandestins de l'East End, les jumeaux Kray acquirent rapidement une réputation inquiétante. Ils ne frappaient pas seulement avec une férocité inhabituelle, ils prenaient plaisir à la souffrance d'autrui. Ils étaient jeunes, mais montraient déjà les signes de la violence qui marquerait le reste de leur vie. Pendant un temps,
Cette double existence boxeur-prometteur sur le ring et brute violente en dehors resta dissimulée, jusqu'à ce qu'un incident la rende impossible à cacher. À l'été 1951, Ronnie Cray perdit le contrôle. En pleine rue, il insulta et frappa un agent de police devant une foule de témoins. Il fut arrêté immédiatement. Quelques heures plus tard, Reggie, incapable d'accepter la séparation d'avec son frère, répéta la scène. Il agressa le même policier et se retrouva en détention provisoire. Ils reçurent tous deux une peine avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve. Mais le plus grave fut que cet épisode mit à nu leur véritable nature et compromit leur carrière de boxeur. L'image de jeunes athlètes disciplinés s'effondra. L'année suivante apporta une nouvelle épreuve, le service militaire obligatoire. Les Cray furent affectés à un régiment d'infanterie, mais leur passage dans l'armée tourna au désastre. À peine arrivés à la caserne, ils tentèrent de s'enfuir. Au cours de leur fuite, ils frappèrent un caporal et agressèrent un policier. Leur indiscipline les conduisit en prison militaire, où leur comportement frôla l'absurde et la témérité. Ils lancèrent un seau de latrine sur un sergent. Ils menottèrent un gardien dans un acte de défi. Ils allèrent jusqu'à incendier leur lit en signe de protestation. Leur rébellion constante força les autorités à les transférer dans une prison civile, où ils purgèrent leur peine pour les délits commis pendant le service. Lorsqu'ils retrouvèrent enfin la liberté, toute possibilité de retour au sport professionnel avait disparu. Mais loin de renoncer, ils avaient déjà un nouvel objectif en tête: devenir des acteurs majeurs du crime organisé à Londres. L'adolescence tourmentée était terminée. Désormais, leur regard se tournait vers les bas-fonds de la ville et rien ne semblait en mesure de les arrêter. Chapitre 2. L'entrée dans les bas-fonds. La chute des Cray en tant que boxeurs fut rapide et définitive. L'armée avait scellé leur sort. Ils ne seraient plus des champions du ring, mais aspiraient à l'être sur une autre scène, bien plus dangereuse. Leur nouvelle ambition était claire: pénétrer le monde criminel londonien. Au milieu des années 1950, le crime organisé dans la capitale britannique était loin d'être un territoire vierge. D'anciens parrains comme Jack Spot Comer et Billy Hill régnaient d'une main ferme. Pourtant, les jumeaux étaient convaincus qu'il y avait une place pour eux. Ils avaient la jeunesse, la violence et un mélange singulier de charisme et de menace qui les distinguait. Ils décidèrent de se faire un nom dans le milieu de la nuit, un univers où les lumières et le glamour dissimulaient l'extorsion et la corruption. Ceux qui les côtoyèrent dans ce cadre les décrivaient comme des jeunes gens polis, presque timides en apparence, peu intéressés par l'alcool ou les femmes, mais toujours sur leur garde, comme s'ils jaugeaient chaque geste de leur entourage. Cette attitude ambiguë, à la fois courtoise et chargée de danger, suffisait à mettre mal à l'aise plus d'un. En 1954, ils franchirent leur premier grand pas. Ils achetèrent une salle de billard délabrée appelée « The Regal ». Ils la transformèrent en quartier général et, dans le même temps, en centre d'opération pour le chantage et l'intimidation. C'est de là que commença leur véritable ascension. Très vite, le Regal devint le théâtre d'histoires insolites. Un soir, Reggie brisa la mâchoire d'un client simplement parce que celui-ci l'appelait sans cesse « fiston ». Une autre fois, Ronnie arriva accompagné de nains et de géants issus d'un cirque local. Et un jour, il amena un singe au club en affirmant, très sérieusement, qu'il lui apprenait à parler. Au-delà de l'aspect pittoresque, l'essentiel était que cet endroit leur conférait pouvoir et respect dans l'East End. C'est également à cette époque que Ronnie commença à façonner l'image qu'il avait toujours désirée, celle d'un gangster à la manière d'Al Capone. Costume sombre à double boutonnage, cravate impeccablement nouée et lourd manteau sur les épaules. Il voulait refléter les mafieux de Chicago, mais à Londres. Pendant ce temps, Reggie aspirait à davantage. Un simple club et une reconnaissance locale ne lui suffisaient pas. Son objectif était d'atteindre le sommet du crime organisé britannique. La différence entre les deux devenait évidente. Reggie était le cerveau des affaires, calculateur, froid et tourné vers le profit. Ronnie, au contraire, était le combattant. Capricieux, imprévisible et obsédé par les armes et les affrontements entre bandes. Ses alliés le surnommaient
le colonel. À 22 ans, les jumeaux formaient déjà un duo redoutable, et l'occasion de se faire connaître ne tarda pas à arriver. Lors d'un sommet du crime organisé tenu à Londres, les principaux chefs de l'époque se réunirent, de Comer et Hill à des représentants de la mafia italienne. Les Cray s'y présentèrent avec l'arrogance de ceux qui n'avaient pas encore connu la peur. Face aux vétérans, ils ne montrèrent aucun respect, les regardant avec mépris, comme des figures vieillissantes et vulnérables. Ce mépris frôlait l'insolence, mais transmettait aussi un message clair. Une nouvelle génération de criminels était arrivée, prête à défier l'ordre établi. Même si une guerre ouverte entre bandes ne se produisit jamais, personne n'étant réellement disposé à s'affronter à ce moment-là, le sommet eut une conséquence majeure. Les Cray n'étaient plus inconnus. Tout Londres savait désormais qui ils étaient, et surtout qu'il fallait se méfier d'eux. Après cet épisode, leur statut changea. Leur organisation, connue sous le nom de The Firm, commença à se consolider et à étendre son contrôle dans l'est de Londres. Les bars, clubs et commerces du secteur comprirent rapidement qu'assurer leur tranquillité avait un prix, payer les Cray. En 1956, l'argent affluait comme jamais auparavant. Les jumeaux étaient passés du statut de voyous de quartier à celui de jeunes hommes riches, déjà bien implantés dans l'élite criminelle de la capitale. Et ils ne faisaient que commencer. Chapitre 3. Les frères séparés. Le succès rapide apporta avec lui un nouveau mode de vie. Grâce aux revenus de leurs activités illégales, les jumeaux Cray commencèrent à s'entourer de luxe. Voitures rutilantes, montres en or et bijoux exclusifs. Pour Reggie, tout cela représentait la réussite. Il aimait s'habiller avec élégance, investir dans des biens et projeter l'image d'un homme d'affaires respectable. Pour Ronnie, en revanche, la richesse avait peu d'importance. Ses véritables obsessions étaient les armes et la violence. Parmi ses effets personnels, il accumulait des pistolets comme s'il s'agissait de jouets et tenait une liste particulière que ses hommes connaissaient bien. La liste du colonel, un inventaire de traîtres et d'ennemis qui, selon lui, devait être éliminé. Mais ce qui inquiétait le plus, c'était son esprit. Ronnie affirmait être protégé par une sorte d'esprit guide. Il disait pouvoir lire dans les pensées de ceux qui l'entouraient et détecter la trahison avant même qu'elle ne se manifeste. Pour beaucoup, il s'agissait de délire. Pour lui, de certitude. À l'automne 1956, l'instabilité mentale de Ronnie était déjà évidente. Reggie, conscient du danger, tentait de le garder sous contrôle, mais ses efforts étaient vains. Ce n'était qu'une question de temps avant que son frère ne commette une erreur irréparable. Cette erreur survint peu après. Tout commença avec un allié des Cray qui avait eu un affrontement avec une bande rivale. En quête de vengeance, il fit appel à l'homme qui ne refusait jamais un combat, Ronnie. Le colonel se présenta avec enthousiasme. Armé jusqu'aux dents, il planifia une attaque contre un bar où se réunissait la bande ennemie. Mais ce soir-là, le hasard se retourna contre lui. Les rivaux ne se présentèrent jamais. Il n'y avait qu'un seul homme à l'intérieur du local. Au lieu de se retirer, Ronnie déchaîna sa rage sur lui. L'agression fut d'une brutalité extrême, au point que la victime frôla la mort. L'épisode fut un désastre. Il ne s'agissait ni d'une rixe discrète ni d'un acte d'intimidation, mais d'une attaque démesurée qui ne pouvait passer inaperçue. Le 5 novembre 1956, Ronnie Cray fut arrêté et traduit en justice. La sentence fut exemplaire. 3 ans de prison. Pour la première fois, les jumeaux inséparables furent contraints de se séparer. Et pour les Cray, plus rien ne serait jamais pareil. Chapitre 4. Le retour du jumeau imprévisible. La condamnation à 3 ans de prison sépara pour la première fois les jumeaux Cray. C'était une situation inédite. Le duo inséparable devait apprendre à vivre l'un sans l'autre. En prison, Ronnie ne tarda pas à s'adapter. Son caractère dominant et le réseau de relations qu'il tissa parmi les détenus lui assurèrent une certaine protection. Pendant ce temps, Reggie découvrait un nouveau monde sans l'ombre de son frère. Pour la première fois, il pouvait respirer. L'absence de Ronnie apporta de la stabilité aux affaires. Aux côtés de son frère aîné, Charlie, Reggie favorisa l'expansion de The Firm
concluant des accords et générant des profits qui étaient auparavant impossibles au milieu des guerres de rue. L'organisation prospérait et l'argent affluait. Sur le plan personnel, des changements apparurent également. Reggie commença à fréquenter davantage les clubs et à s'intéresser aux femmes, chose qu'il avait jusque-là évitée sous l'influence de Ronnie. Pour ce dernier, les femmes représentaient une distraction dangereuse, voire un risque. Il les méprisait souvent avec des phrases cruelles, comme celle-ci: « Qu'est-ce que tu fiches avec cette femme? Tu deviens mou. Tu ne sais pas qu'elles sentent mauvais et peuvent te refiler des maladies ?» En février 1958, la situation de Ronnie prit un tournant inattendu. Les médecins de la prison le déclarèrent fou et lui diagnostiquèrent une schizophrénie paranoïde. Il fut transféré à l'hôpital psychiatrique de Long Grove, où il devait rester sous traitement à vie. Mais Ronnie n'accepta jamais cette réalité. Son seul objectif était de s'évader, et avec Reggie, il conçut un plan audacieux. Lors d'une visite, Ronnie se ferait passer pour Reggie et quitterait l'hôpital à sa place. Il se cacherait dans une caravane, dans une forêt isolée, avec tout le nécessaire pour survivre sans être repéré. S'il parvenait à rester en fuite plus de 6 semaines, la loi imposerait un réexamen de son état mental. Dans ce délai, sa certification de folie serait annulée. Le plan fonctionna parfaitement. Au printemps 1959, Ronnie retourna en prison comme si rien ne s'était passé, mais sans le stigmate médical. Il purgea le reste de sa peine et retrouva la liberté peu de temps après. Les retrouvailles avec Reggie semblaient marquer un nouveau départ. Pourtant, quelque chose avait changé à jamais. Le passage en hôpital psychiatrique avait accentué les délires et l'instabilité de Ronnie. Tandis que Reggie et Charlie avaient consolidé un empire en paix avec les bandes rivales, Ronnie revint animé par une soif de conflit. Sa première action le démontra clairement. Lors d'une réunion avec la mafia italienne, allié stratégique des Cray, Ronnie explosa et cria devant tout le monde: « Les Cray n'ont pas besoin d'un tas d'Italiens indésirables. » Cette seule phrase suffit à détruire la diplomatie que Reggie avait patiemment bâtie durant l'absence de son frère. L'équilibre se brisa, et le retour de Ronnie signifiait une chose: la violence était de retour. Chapitre 5. L'ombre des Richardson. Le retour de Ronnie dans les rues de Londres ne freina pas l'ascension des Cray. Bien au contraire, leur organisation atteignit son apogée. En 1960, Reggie acheta l'Emerald Barn, une boîte de nuit située dans les quartiers les plus exclusifs de l'ouest de la capitale. Ce choix fut décisif. Non seulement ils étendirent leur territoire, mais ils se rapprochèrent aussi de la haute société. Des politiciens, des aristocrates et des stars internationales du spectacle commencèrent à passer leurs soirées avec les jumeaux. Frank Sinatra, Judy Garland, George Raft ou encore Barbara Windsor comptaient parmi les habitués. Pour beaucoup, les Cray n'étaient plus de simples voyous de l'East End. Ils étaient devenus des figures publiques, des célébrités du milieu criminel. Dans cette atmosphère glamour, Ronnie continuait de se comporter comme à son habitude. Extravagant, imprévisible. Il n'était pas rare de le voir arriver avec un singe habillé en tenue de soirée et l'installer à table aux côtés de clients fortunés. Pendant ce temps, Reggie vivait une période plus intime. Il était tombé amoureux de Frances Shay, une jeune fille de 16 ans, de 11 ans sa cadette, qu'il épouserait en 1965. Tout semblait aller pour le mieux. Mais le calme ne durait jamais longtemps autour de Ronnie. Au milieu des années 60, le contrôle des Cray s'étendait de l'East End au quartier luxueux de l'Ouest londonien. Mais tandis que Reggie cherchait à consolider cette expansion par des affaires et de nouvelles acquisitions, Ronnie nourrissait une autre idée, une guerre ouverte contre les bandes rivales. Sa cible était claire: les Richardson, une famille criminelle installée dans le sud de Londres. Ils avaient la réputation d'être les criminels les plus sadiques de la ville, connus sous le nom de « bande de la torture ». Leur méthode était glaçante: arracher des dents avec des pinces, sectionner des doigts avec des cisailles ou clouer leurs victimes au sol avec d'énormes clous. Rien de tout cela n'intimidait Ronnie. Au contraire, cela l'excitait. Il les ajouta à sa célèbre liste d'ennemis et commença à préparer ses hommes à un affrontement direct. Chaque membre de The Firm reçut une arme automatique. Ronnie passait des heures à les nettoyer et à les huiler, comme s'il s'agissait de pièces de collection.
L'affrontement semblait inévitable. Et pour Ronnie, c'était l'occasion rêvée de laisser libre cours à ses pulsions les plus sombres. Mais la guerre n'eut jamais lieu. Avant que la première bataille n'éclate, la police démantela les Richardson et emprisonna leur chef. Les Cray avaient gagné sans tirer un seul coup de feu. Pour Reggie, ce fut un soulagement. Pour Ronnie, une déception insupportable. Il n'était pas prêt à laisser ses armes se taire. Sa frustration le poussa à prendre une décision fatale. Le 9 mars 1966, dans le pub de Blind Beggar, Ronnie croisa George Cornell, l'un des hommes les plus respectés des Richardson. Cornell était assis tranquillement avec des amis lorsque le jumeau entra dans l'établissement. Souriant, Cornell le reconnut et lança « Regardez qui est là ». Ronnie ne répondit pas. Il sortit son pistolet et lui tira une balle dans la tête, sous les yeux de tous. Le crime fut brutal et direct. Un meurtre de sang-froid dans un lieu public. Selon le témoignage d'une serveuse, Ronnie aurait même souri après le tir, avant de quitter les lieux avec un calme absolu. Ce geste scella le destin des Cray. Jusqu'alors, ils avaient su jouer avec l'intimidation, le pouvoir et l'ombre. Mais cet acte public de violence marqua le début de la fin. Chapitre 6, le procès qui scella leur destin. Après l'assassinat de George Cornell, Ronnie Cray semblait vivre un rêve devenu réalité. Il avait exécuté un ennemi en plein jour, devant des témoins, comme les gangsters des films qu'il admirait tant. Dans sa planque, il racontait avec enthousiasme les détails du meurtre. Le bruit du coup de feu, le recul de l'arme, la surprise sur le visage de Cornell et la façon dont son corps s'était effondré sans vie. Il n'éprouvait aucun remords, seulement de la fierté. Mais cette violence publique commença à leur coûter cher. Les partenaires commerciaux prirent leur distance. La réputation des Cray, jusque-là fondée sur la peur et le respect, fut éclaboussée de sang. Leurs affaires se fragilisèrent, et ce qui avait été un empire solide commença à vaciller. Reggie, incapable de supporter la pression, trouva refuge dans l'alcool. Ronnie, de son côté, semblait obsédé par l'idée d'allonger encore sa liste d'ennemis. Chaque jour, il y ajoutait de nouveaux noms, convaincu qu'il restait encore beaucoup de comptes à régler. C'est alors qu'entra en scène un homme déterminé à les faire tomber. Leonard Nipper Reed, inspecteur en chef de la brigade des homicides de Londres. Reed comprit que les Cray ne pouvaient pas être arrêtés pour un seul meurtre. Il fallait s'attaquer à l'ensemble du réseau criminel qu'ils avaient construit pendant plus d'une décennie. Extorsion, menaces, passage à tabac, chaque crime avait laissé des victimes. Et ces voix réduites au silence devaient être réunies pour monter un dossier solide. Le travail fut ardu. Pendant 9 mois, Reed et son équipe rassemblèrent des preuves, retrouvèrent des témoins et constituèrent un dossier suffisamment solide pour traduire les jumeaux en justice. Le plan était simple, tout réunir en secret et frapper lorsqu'ils s'y attendraient le moins. Le 9 mai 1968, à l'aube, l'opération fut lancée. À 5 heures du matin, un groupe d'agents fit irruption au domicile des Cray à Shoreditch. Les frères, qui rentraient d'une nuit d'excès, furent surpris dans leur sommeil. L'arrestation fut si rapide qu'ils eurent à peine le temps de réagir. Les gros titres de la presse le lendemain évoquaient ces anciens boxeurs devenus magnats du milieu criminel, arrêtés comme de simples délinquants dans leur propre maison. Avec eux, leur frère aîné Charlie, pièce maîtresse de The Firm, fut également interpellé. Le procès s'ouvrit le 6 juillet 1968. La salle était comble. Journalistes, curieux et victimes attendaient de voir tomber les hommes qui avaient dominé Londres d'une main de fer. Les jumeaux, impeccablement vêtus, entrèrent avec assurance. Ils pensaient que, comme à d'autres occasions, ils s'en sortiraient. Mais ils n'avaient pas prévu la trahison silencieuse de ceux qui avaient été leurs alliés. L'un après l'autre, d'anciens associés, employés et même des membres de The Firm se levèrent pour témoigner contre eux. Les déclarations furent accablantes. Le mur du silence qui les avait protégés pendant des années s'effondra. En mars 1969, le verdict tomba comme un coup de massue. La réclusion à perpétuité pour meurtre.
La peine précisait qu'ils ne pourraient pas demander de libération conditionnelle avant 30 ans. À seulement 34 ans, les jumeaux Cray savaient que leur vie en liberté était terminée. l'East End, qui les avait vus naître, assistait désormais au déclin de ceux qui avaient autrefois été considérés comme intouchables. Le dernier acte de liberté appartenait au passé. Chapitre 7. Le crépuscule des jumeaux. La sentence étant définitive, les Cray furent envoyés en prison. The Firm, leur organisation redoutée, disparut des rues de Londres avec eux. Bien qu'incarcérés, leur destin ne fut pas identique. Durant les 3 premières années, ils furent détenus dans des établissements différents, éloignés l'un de l'autre. Reggie occupait son temps par l'exercice physique, s'accrochant à la discipline de la boxe qu'il avait façonnée. Ronnie, en revanche, se réfugia dans la peinture, reproduisant de manière obsessionnelle la même image. Un paysage rural, une maison au loin et un arbre solitaire. Mais la santé mentale de Ronnie s'effondra rapidement. En 1979, les médecins le déclarèrent de nouveau fou. Il fut transféré dans un hôpital psychiatrique, où il resta jusqu'à sa mort, le 17 mars 1995, à l'âge de 61 ans. Il succomba à une crise cardiaque, à seulement 4 ans de la date à laquelle il aurait pu demander une libération conditionnelle. Reggie, de son côté, parvint à tenir plus longtemps derrière les barreaux. En août 2000, âgé de 66 ans, il fut libéré de manière anticipée pour raisons médicales. Cependant, sa liberté ne dura qu'1 mois. Il mourut le 1er octobre 2000, victime d'un cancer. La nouvelle de leur disparition bouleversa le Royaume-Uni. Lettres, fleurs et messages d'anciens amis et de célébrités accompagnèrent leur dernier adieu. Ils étaient passés du statut d'enfants de quartier à celui de criminels les plus célèbres de Grande-Bretagne. Mais au-delà du mythe, leur héritage fut aussi un échec. L'empire bâti sur la peur et la violence s'effondra avec eux. L'extravagance de Ronnie, ses accès de folie et l'obsession des 2 frères de vivre comme des légendes finirent par provoquer leur chute. Avec le recul, beaucoup s'accordent à dire que, si Reggie avait dirigé seul, il aurait pu être consolidé un empire criminel plus durable. Mais le destin des jumeaux fut toujours lié, et leur histoire s'acheva comme elle avait commencé, unie dans la destruction. La vie des Cray symbolise le paradoxe du crime organisé. Une ascension fulgurante, un pouvoir absolu, et finalement, une chute inévitable. Ils furent craints, admirés, et même transformés en icônes culturelles. Mais au final, ils furent piégés par la même violence qui les avait rendus célèbres. L'histoire des frères Cray n'est pas seulement celle de 2 criminels, mais aussi celle d'une époque et d'une ville qui leur permirent de prospérer. Londres, avec ses lumières et ses ombres, fut le décor idéal de leur règne. Aujourd'hui, des décennies plus tard, leur nom continue d'évoquer à la fois fascination et répulsion. Merci de nous avoir accompagnés dans ce parcours à travers l'une des histoires les plus marquantes du crime en Europe. Si ce documentaire vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains récits sur le monde caché du crime et ses protagonistes. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter et à raconter ces histoires. À très bientôt dans la prochaine vidéo.